C'est un sujet sur lequel je vais parler, donc l'intelligence artificielle au sens large, avec le biais de ce que je suis, une informaticienne voilà, qui a fait ses études en IA il y a quelques temps. Le mot IA, même le sens, les gens qui sont derrière le mot IA, ils ont changé au fur et à mesure des années, on va dire, 70 dernières années. Donc au début de l'utilisation de l'IA, les personnes qui se réclamaient d'être des chercheurs ou des utilisateurs de l'IA sont pas à l'opposé, mais presque, de ceux qui se réclament aujourd'hui d'être des experts ou des utilisateurs de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans l'histoire de l'intelligence artificielle, de d'où ça vient. Et en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on se remette d'accord sur, avant l'adjectif artificiel, qu'est-ce qu'on entend par intelligence. Parce que sinon, en fait, une partie des discussions, des dérives, des craintes, ou des gens qui peut-être surestiment la force de ce que peuvent être les algorithmes d'IA, peut-être que ça part aussi d'une mésentente sur le mot-clé là-dedans, qui est le mot intelligence. Alors, pour les informaticiens, en tout cas, j'allais dire, élevés à l'IA dans les premières années des masters d'IA et des études en IA, en fait, on repart de l'intelligence humaine au sens de notre capacité à apprendre, à raisonner et à généraliser. Depuis tout petit, on nous a montré des situations qui ont été des réussites ou des échecs et on a appris au fur et à mesure à réagir, à agir. Donc c'est bien cette capacité à apprendre, à généraliser. On n'a pas vu tous les cas qui pouvaient se présenter à nous dans l'ensemble des exercices que vous faites faire à vos élèves ou qu'on vous a fait faire, etc. On a cette capacité à généraliser, c'est des choses importantes. Donc il y a les capacités évidemment cognitives qu'on peut avoir en tête, mais voilà, juste pour reposer le fait que quand je vais parler d'intelligence artificielle, je vais beaucoup parler de cette capacité-là à faire face à des situations en ayant appris auparavant. L'intelligence humaine, évidemment, elle a des limites, elle a notamment des limites par rapport au nombre de situations qu'on peut prendre en compte et desquelles on peut apprendre. Et c'est vrai que là, le numérique va aider et va décupler cette force-là. Mais il y a beaucoup d'allers-retours entre ce que l'humain est bien plus fort et sera sans doute tout le temps bien plus fort pour contrer ou pour réagir par rapport à la machine. Alors c'est pas nouveau qu'on essaye de faire des choses à la machine. Il y a aussi cette tendance à croire que l'IA c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau qu'on essaye d'automatiser, au sens de l'espèce humaine, peut-être même au-delà de toutes les espèces animales. C'est pas nouveau qu'on essaye d'automatiser des choses. C'est pas nouveau non plus qu'on essaye de tricher en disant qu'on a réussi à automatiser des choses. Donc là, c'est un exemple de joueur d'échecs qui en fait, voilà, c'est une personne. À l'heure actuelle encore, des systèmes qui vont se dire intelligents au sens d'une intelligence artificielle embarquée dans un logiciel. En fait, c'est pas toujours si vrai. C'est pas toujours si vrai que ce soit des choses si intelligentes que ça au sens de l'innovation. C'est pas toujours si vrai que ce soit des machines. Il y a encore quelques, vous connaissez là les agents conversationnels, quelques chatbots qui ne sont pas si automatiques que ça. Il y a encore des personnes derrière parce qu'il faut apprendre aux machines. Donc c'est pareil. En gros, on en est encore là. Le mot intelligence artificielle, il est né dans une conférence. Je pourrais donner les slides. Donc pas en France, mais on a eu des précurseurs en France. Alors malheureusement, Jacques il est mort l'année dernière, mais c'est ces gens-là. Jacques Pitra à Paris. J'ai mis, et je donnerai les transparents, il a fait une conférence un peu avant sa mort. Donc il était à Jussieu, j'ai eu la chance de faire mon débat là-bas. On rampait devant Jacques et les autres, à chaque fois que dans les couloirs on les croisait, c'est lui qui a introduit le mot IA en France. À l'époque, c'était n'importe quoi de faire de l'IA parce que c'était trop limité, parce que, enfin voilà. Un vrai mathématicien ne faisait pas d'IA, ça ne se faisait pas. D'accord ? Actuellement, les gens qui se réclament, c'est pour ça que je disais c'est à l'opposé, les gens qui se réclament de faire de l'IA sont au laboratoire de mathématiques ici. Donc, par exemple, moi qui suis informaticien, on me dit non, mais toi tu fais pas de l'IA. D'accord ? Donc c'est vraiment ça que je veux vous faire passer et j'essaie de faire vraiment, de dresser un paysage beaucoup plus large que ce qu'on peut entendre actuellement, parce que je pense que dans les prochains mois, prochaines années, en fait ce terme il va encore se modeler, changer, et il faut que vous ayez en tête que voilà, c'est beaucoup plus large que ce qu'on entend. Et derrière toute cette construction, du coup de partir de qu'est-ce que c'est l'intelligence, comment est-ce qu'on peut l'automatiser, il y a cette question qui est encore vraie, hein. Est-ce qu'une machine peut penser ? Alors, peut penser au sens peut raisonner, maintenant on sait faire,
C'est-à-dire si on lui a appris des situations, on sait qu'avec certaines limites, mais qu'on a aussi nous humains, elle peut le faire. Maintenant, on est sur d'autres questions peut-être un peu plus larges. Est-ce qu'une machine peut faire comme si elle avait des sentiments? Est-ce qu'une machine peut réagir? Est-ce qu'une machine peut interagir de manière plus évidente? Et dans cette interaction, en fait, vous connaissez ce fameux test où on met un humain face à une machine sans qu'il sache si c'est une machine ou un humain en face. Et en gros, on mesure le temps que l'humain va mettre à s'apercevoir qu'en face c'est une machine. Là, on est quand même proche de dépasser ces limites-là, puisqu'en termes d'agent conversationnel, ça commence à être un peu plus large. Alors, si on veut faire de l'IA, en fait, ou si on veut parler d'IA, il faudrait au moins parler de tous ces sujets, et sans doute que j'en ai oublié 1000 autres. D'accord? Donc ça, c'est pour vous redire, mais ça va jalonner, je vais le dire toutes les 2 minutes, hein, que l'IA, c'est beaucoup plus large que ce qu'on en entend actuellement. En gros, l'IA, ça ne se réduit pas au mot deep learning que vous avez sans doute entendu et aux algorithmes de reconnaissance. Il faut savoir reconnaître les situations, il faut savoir apprendre, il faut savoir raisonner sur les situations, il faut savoir représenter l'information à laquelle on fait face. Et ça, voilà, nous, êtres humains, on nous l'a appris depuis tout petit, et sans doute qu'on a des choses innées aussi, mais la machine, il faut tout lui dire. Quand on dit qu'une machine sait apprendre, c'est qu'on lui a dit comment il fallait qu'elle apprenne. Et puis il y a plein de mots à la mode. Alors il y a le mot big data, il y a le mot sciences des données, ça a été cité parce qu'on a créé un institut. Je referai un petit peu de pub à la fin, vous inquiétez pas. Et il y a le mot deep learning, le fameux mot deep learning. Alors big data, il remonte à quelques années. Alors big data, il faut se méfier. Alors déjà parce que c'est un anglicisme, mais aussi parce qu'il y a ce mot big qui nous laisserait penser que ne sont big data que des données qui sont gigantesques. Et c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Depuis les années 70, mettons, dans les infrastructures, et on a eu des constructeurs à quelques encablures d'ici, il y avait une usine IBM où on construisait des infrastructures de gestion de transactions bancaires. Voilà, et ça c'était au moins aussi big que ce qu'on peut traiter actuellement, mais c'était des données simples. Une transaction de qui donne combien à qui, ça va. 3 colonnes, on arrive à gérer, c'est structuré. Et c'est toujours la même information. Et c'est léger. Donc ça peut arriver assez vite en termes de vélocité de l'information, et c'est arrivé de plus en plus vite. Mais ce qui a fait le déclenchement, avec ma vision d'informaticienne toujours, le déclenchement du big data et l'avènement de termes-là, typiquement dans la littérature scientifique, c'est quand, à force de croiser des difficultés, les machines, même les plus grosses, ne savaient plus comment faire. Donc, traiter des données qui arrivent vite si elles sont très simples, ça va. Traiter des données qui sont volumineuses si elles n'arrivent pas très vite, ça va, ou ça continuait à aller. Mais traiter des données qui étaient de plus en plus volumineuses et de plus en plus véloces et de plus en plus complexes et réclamant de plus en plus de croisements avec des données externes, typiquement l'Internet des objets, ça a commencé à créer des problèmes. C'est-à-dire que les algorithmes et les machines n'étaient plus capables de traiter tout ça ensemble. C'est comme si on sait faire une chose, on sait faire 2 choses, mais quand tout est mis ensemble, en termes cognitifs, on est perdu. Voilà, la machine s'est retrouvée totalement perdue. Et encore une fois, en termes des algorithmes et des infrastructures matérielles. Puisque c'est la recherche sur l'IA, elle traverse toutes ces couches-là. Elle va des gens en microélectronique qui s'intéressent à mettre sur le silicium de plus en plus d'intelligence, jusqu'à des gens qui font des maths appliquées au-dessus pour créer des algorithmes. Le mot sciences des données, j'y reviendrai à la fin pour vous dire que, voilà, je vais vous redire la même chose, que ça embrasse vraiment beaucoup de compétences et de choses, et que du coup tout le monde est contributeur de sciences des données. En gros, ça c'est mon credo. Et le deep learning, en fait, c'est une infime partie, c'est l'inverse de la science des données, c'est une infime partie de ce qu'on fait en termes algorithmiques comme traitement sur les données. D'accord ? Une infime partie qui prend 99%, peut-être, j'ai dit un chiffre au hasard, des ressources qui sont affectées, et en tout cas de ce qu'on met derrière nous, l'intelligence artificielle. Je vous montrerai un peu ce que c'est. Alors pourquoi c'est pas si simple de faire de l'intelligence artificielle ? Déjà parce que quand on fait pareil, nous humains, quand on fait face à des situations, en fait, on est obligé de prendre en compte un ensemble de choses qui est gigantesque. Et ça a été décrit et dit par les mathématiciens, les informaticiens très tôt, on remonte à des centaines d'années là, pour dire que voilà, finalement, face même à un problème très simple, en fait,
il y a par exemple ce problème des URN que vous connaissez peut-être, où il s'agit juste de placer des RN avec certaines contraintes, et en fait on se rend compte que le nombre de façons de choses qu'il faut regarder pour trouver une solution, ne serait-ce que pour savoir s'il en existe au moins une, bah, c'est gigantesque si on le fait de manière trop naïve. D'accord ? Et pourtant, voilà, ça semblait assez simple, c'est un 8 par 8, c'est pas énorme. Hein. L'œil humain est capable de voir, d'un coup d'œil, on regarde, on voit les rangs. D'accord ? Ça, le nombre de possibilités, même avec un très gros calculateur, on sera sans doute mort avant qu'il ait traité toutes ces combinaisons. Donc c'est pas entendable. Et là, voilà, c'est là où les méthodes dites naïves, c'est-à-dire les méthodes de parcours, sont pas si simples. Et on ne sait pas comment l'être humain il gère bien ces situations. D'accord ? Il arrive à trouver des petits trucs et à compenser ses capacités de calcul peut-être moindres que celles, sans doute moindres que celles d'un ordinateur. De même que, voilà, si on décrivait, ça c'est aussi pour vous amener à voir le travail de l'informaticien derrière les méthodes d'intelligence artificielle et des mathématiciens, c'est des façons de représenter la situation et les combinaisons possibles et les possibilités et les stratégies de parcours et d'identification dans ces possibilités. Et c'est là où on va commencer à arriver sur les fameux algorithmes et tout ce qu'on peut faire. On a aussi de plus en plus la capacité, c'est très vieux qu'on doit gérer ça, mais on a de plus en plus la capacité à gérer cette fameuse hétérogénéité des données, puisque les machines sont de plus en plus capables. Vous savez qu'il y a plus de machines que d'humains connectés sur Internet depuis des dizaines d'années. On est de plus en plus capable de traiter automatiquement des informations qui sont décrites avec différents vocabulaires, différentes façons, différents points de vue. Et c'est pas si simple en fait. Pour nous, c'est assez simple. Si l'heure, enfin à partir d'un certain âge, hein, mais si l'heure est écrite soit avec des aiguilles, soit de manière digitale, on va s'en sortir. Avec plus ou moins de facilité, on a tous nos façons et nos apprentissages qui ont fait qu'on a des facilités avec son outil d'une manière ou une autre, mais on est capable de gérer ça. On est capable de gérer les imperfections. S'il y a un autocollant militant ou pas collé sur un panneau stop, on va reconnaître que c'est un panneau stop. Vous avez dû entendre parler de certains accidents qui se sont passés avec des tests qui ont été faits sur de simples autocollants posés sur des panneaux qui nous semblaient mais totalement hallucinants. Alors que dans d'autres situations, la machine a été plus intelligente, ou plus reconnaissante que nous. Ces imperfections-là, elles font partie de notre quotidien, nous humains, depuis qu'on est nés. Les machines, elles ont besoin de l'appréhender. On a besoin, nous, informaticiens et mathématiciens, de leur dire comment l'appréhender. On parle d'hétérogénéité syntaxique quand c'est juste pas écrit pareil, au sens de la grammaire d'une phrase, et sémantique quand, par exemple, il y a un endroit où on va l'écrire, où on va dire que une chaise et un fauteuil, quand même, c'est une proximité. Donc c'est pas de la syntaxe, là, mais c'est vraiment de connaître les vocabulaires. Alors, comment ça marche l'IA une fois qu'on a dit ça? Ce que je disais, il va falloir représenter l'ensemble des connaissances. Et en fait, quand on fait de l'IA, on va avoir deux façons de faire qui sont complémentaires et qui sont souvent hybridées dans les solutions. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas avoir une vision trop réductrice de ce que c'est que l'IA. On va soit descendre en fait et représenter des connaissances humaines, expertes, et c'est bien là que vous allez agir en tant qu'expert métier, soit représenter des connaissances sous la forme de règles, sous la forme de liens entre les concepts, soit partir des données, c'est ce vers quoi je vais aller après. Alors vous pouvez faire jouer vos étudiants, il y a un truc qui s'appelle le jeu de mots, et en fait c'est un jeu justement qui à la fois, c'est un jeu sérieux, qui à la fois permet de gagner des points, être un petit peu sympa, mais en même temps qui est en train de construire une IA au sens de construire l'ensemble et le réseau, le réseau lexical, le réseau des concepts, alors en français, le réseau des concepts, y compris dans leur ambiguïté, pour qu'après ça se soit utilisé par les machines pour comprendre que par exemple quand on dit l'avocat est mûr, il va nous falloir au moins une phrase de plus pour comprendre de quoi on est en train de parler. Et ce couplage au contexte, en fait, il est omniprésent dans toutes les sciences de données. Et il est présent chez nous, mais on ne s'en rend pas compte, sauf les situations où on fait face à une ambiguïté. On parle de moteur d'inférence au sens où on va avoir des règles, et puis face à une situation, comme on a un ensemble de règles, on va pouvoir
déduire des choses. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parce qu'il y a des conflits entre les règles. Parce qu'il y avait une règle, mais en fait, c'était une règle experte, mais elle ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne plus. Donc il y a tout ça à gérer. Et face à ça, en fait, on va avoir des méthodes qu'on dit exhaustives, exactes, c'est-à-dire et déterministes. Dans tous les cas, elles vont donner la même solution. Elles vont couvrir tous les cas, elles vont donner la meilleure solution. Ou des raisonnements heuristiques, approchés. C'est tellement complexe qu'on ne peut pas avoir la meilleure solution, qu'on ne peut pas avoir le résultat, mais on va se rapprocher du résultat et s'en contenter. Et après, notre travail, c'est de fournir, si on peut, des garanties que le résultat qu'on a obtenu n'est pas trop loin de l'optimum. Parce que ce n'est pas facile. Moi, je ne sais pas faire. Il manque un E à l'algorithme. Depuis le début de l'IA, puisque justement c'est reposé sur le fait qu'on voulait automatiser l'intelligence et que l'intelligence derrière on mettait nos capacités cognitives, les chercheurs se sont beaucoup appuyés sur ce qu'ils comprenaient du fonctionnement humain pour essayer de le reproduire. Humain ou environnant, biologique au sens large. Donc typiquement, dès qu'on a commencé à comprendre comment la génétique fonctionnait, eh bien, on a fait des solutions. Donc les algorithmes génétiques n'ont de génétique que le fait qu'on va représenter l'information comme si c'était une information génétique et qu'on va converger vers une solution la plus efficace possible en croisant les meilleurs, en gros. Et surtout, de temps en temps, en remettant un peu de hasard là-dedans, parce qu'on sait bien que croiser les meilleurs, ça marche pas. Les systèmes multi-agents, c'est aussi une façon de reproduire ce qui se passe dans une... Alors, à l'échelle individuelle, mais à l'échelle aussi et sociologique d'un groupe, pour déléguer à chaque acteur, qu'il soit une personne, donc là peut-être une donnée, ou un groupe de personnes, ici un groupe de données, des capacités d'action, et que du coup, de manière autonome, mais comme un groupe se met en place, la solution émerge. D'accord ? Donc ça a été vu comme des grands rêves totalement utopistes au début des recherches en système multi-agents. Il se trouve que dans plein de systèmes opérationnels, c'est en place. D'accord ? Il y a un message aussi qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'IA, ça fait peur maintenant, on a l'impression que c'est nouveau maintenant. Vous êtes tous déjà montés dans un métro automatisé, vous avez peut-être des voitures qui ont un système ABS, vous avez peut-être, voilà, toutes ces choses-là, elles sont dans nos systèmes opérants depuis des dizaines d'années. Donc ça nous fait peur maintenant, on a l'impression qu'on se pose des questions maintenant. Personne ne s'est posé la question de savoir si, ou en tout cas pas à l'échelle de la société, d'une discussion médiatisée telle que c'est actuellement, sur des enjeux beaucoup plus gros, j'entends, mais il faut se remettre aussi par rapport au fait que voilà, quand une voiture décide d'arrêter de freiner, c'est de ça qu'il s'agit, quand une voiture décide d'arrêter de freiner, on ne remet pas ça en cause. Alors les méthodes, c'est quoi l'IA? En fait l'IA, alors toujours pareil, hein, avec mon point de vue. Les méthodes de traitement des données, moi je les découpe en 3 grandes méthodes. Une méthode qu'on dit supervisée, les méthodes non supervisées, et puis à côté là c'est les méthodes d'extraction de motifs. Je vais vous donner des exemples. Une méthode supervisée, c'est quand on sait qu'on veut converger vers une décision ou une autre. Des catégories, des classes, par exemple, je vais donner le prêt, je ne vais pas accorder le prêt. Cet élève est en difficulté, cet élève c'est bon, il ne va pas y avoir de difficulté. On connaît la décision, la catégorie dans laquelle on veut placer des individus. On a des exemples et on essaye d'apprendre de ces exemples pour, face à une nouvelle situation, face à un nouveau client, face à un nouvel élève ou face à des nouveaux résultats, essayer d'être orienté sur une décision à prendre. Ça, c'est la supervision. L'apprentissage, au sens de l'IA non supervisé, c'est quand on veut simplement, mais ça fonctionne très bien en segmentation clientèle, typiquement, quand on veut faire des regroupements d'individus se ressemblant. Là, voilà, il faut juste être d'accord avant pour savoir ce que c'est se ressembler. Mais c'est pas si simple. Et puis l'aspect motif, c'est si vous allez sur les sites de vente en ligne, c'est la plupart des clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté ce produit-là. D'accord ? Ou ils ont regardé, etc. Donc ça, c'est de l'apprentissage en fait de sorte de corrélation entre les actions qui sont ressorties après, quand on est face à une situation, on ressort les corrélations. Attention, entre corrélation, causalité, tout ça, voilà. Les recherches sont pas, c'est pas si facile que ça. On va chercher soit
des généralités. La plupart des clients qui ont regardé ça, ils ont aussi regardé ça, soit des exceptions pour aller retirer une situation qui ne se passe pas pareil qu'ailleurs. C'est aussi très très important dans l'apprentissage. Ça pareil, c'est des choses qu'on est habitué à faire en tant que client. On distingue aussi, alors il faudrait 20 heures, hein. On distingue aussi quand on regarde les méthodes qu'on dit descriptives pour comprendre ce qui s'est passé. On est face à des données, on décide comme des stades descriptives. Hein. Pour comprendre ce qui s'est passé, les méthodes prédictives, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour apprendre et essayer de prédire. Ça, c'est beaucoup dans les discussions aussi. On distingue les méthodes qui sont capables d'expliquer leurs décisions par rapport aux méthodes boîte noire qui en fait fonctionnent sans doute très bien mais qui sont incapables d'expliquer. Là, il y a un lien à la notion de responsabilité, à la notion d'explicabilité et de toutes les discussions qui sont aussi en train de monter. Hein, quand une voiture autonome a un accident, à qui la faute? Si c'est une simple boîte noire, on n'est pas capable de dépouiller la décision, et voire on n'est pas capable de se servir des malheurs qui vont arriver pour réapprendre si on ne sait pas trop agir. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de méthodes hybridées. Les méthodes, elles vont être plus ou moins sensibles à la qualité des données. Alors on sait que dans certains métiers, les données sont beaucoup plus suivies, fiabilisées que dans d'autres. D'accord ? Et ça, c'est important. Du coup, c'est des choix. De toute façon, ce sera toujours des compromis. Si on a l'un, on aura sans doute pas l'autre. Est-ce que les méthodes sont capables de gérer les chiffres? Au début des méthodes, l'IA était très symbolique, c'est-à-dire qu'elle elle ne manipulait pas les nombres. Ce qui était peut-être embêtant. Quand on parle d'apprentissage supervisé, je vous rappelle, on a un ensemble de catégories, on veut essayer d'apprendre. Alors à quoi ça ressemble une méthode qui essaye d'apprendre à catégoriser des situations? En fait, on lui montre des situations avec la vraie décision à prendre. Et puis le défi, c'est de pouvoir généraliser. Face à un nouvel exemple que la méthode n'aura pas vu du tout, il faudra prendre la bonne décision au sens de la catégoriser. Alors, en fait, on va transformer les données, qu'elles soient des images, des textes, ou des données peut-être plus simples que ce que vous pourriez imaginer. Alors les images, soit on les traite comme des images, ça on commence à y arriver très très bien, si vous avez des reconnaissances d'images, soit on la traite, par exemple, il y a une fameuse base des iris, si vous faites des petits exercices autour de l'IA ou des stats, vous allez avoir cette base d'iris où ils ont mesuré la largeur, la longueur, les sépales et des pétales, de 3 catégories d'iris. Hop, on met ça dans une base et en fait on se rend compte que il y a c'est pas la peine de faire 4 mesures, 2 mesures ça suffit pour distinguer les catégories d'iris. Si vous voulez construire une machine automatique, de même que si dans un système vous vouliez prendre en compte tel ou tel paramètre, ça va commencer à discriminer les paramètres. Donc là, dans un bilan comptable, ou des choses comme ça, on va essayer, nous, d'aller chercher les indicateurs les plus discriminants pour, par exemple, catégoriser des situations. Les textes sont gérés de mieux en mieux. Encore faut-il savoir gérer l'hétérogénéité sémantique dont je parlais. Entre chaise et fauteuil, ce serait dommage de ne pas voir qu'il y a un lien. Sur une faute d'orthographe, ce serait dommage de jeter un mot. Entre voiture sans S et voiture avec un S, ce serait dommage de ne pas réaliser que c'est le même terme. D'accord ? Donc il y a tous ces traitements qui sont mis en œuvre pour pouvoir les gérer. Et puis alors, après, il y a peut-être 1000, 10 000, je ne sais même pas vous dire combien d'algorithmes, combien de méthodes pour traiter ça. Et chacune d'entre elles va avoir des avantages et des inconvénients par rapport à ce que j'ai dit au début. Plus, est-ce qu'elle va calculer vite ? Donc ce que j'ai dit au début, ça peut être, est-ce que c'est une boîte noire ? Est-ce que la méthode va savoir expliquer pourquoi elle prend une décision ou est-ce qu'elle va pas pouvoir le faire ? Est-ce qu'elle va gérer des données bruitées, des données un peu imparfaites, ou est-ce qu'elle va être incapable face à ces données-là ? Et puis on va faire des algorithmes. Alors vous avez tous déjà vu un algorithme, mais ça ressemble juste à une recette de cuisine. Donc là, c'est des écrire. En anglais, ça c'est un algo pour aller chercher des motifs graduels. Plus il y a un taux de sucre élevé dans tel truc, moins il y a tel autre paramètre. Et puis par exemple, on va s'appuyer sur des choses, mais de base, par exemple, les probabilités conditionnelles. Quelle est la probabilité que ce cas-là soit dans telle classe, sachant toute ma base d'apprentissage? Quelle est la probabilité que ce soit dans la deuxième classe? C'est la première classe qui a une plus forte probabilité, c'est bon. Ça s'appelle naive Bayes parce qu'on part du principe que les
les attributs de description des situations sont indépendantes alors que c'est faux. On sait que, par exemple, le quartier ou la rue dans laquelle quelqu'un habite et son niveau de salaire, c'est des petites corrélations quand même. D'accord. Donc c'est, voilà. Mais c'est basique. D'accord. Mais on ne sait pas trop expliquer non plus. Alors qu'un arbre de décision, ça peut plaire plus, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire à partir des exemples, essayer de repérer les questions les plus intelligentes à poser. Si par exemple un individu, pour savoir si on va lui accorder son prêt, il était décrit avec la rue dans laquelle il habite, son niveau de salaire, depuis combien de temps il travaille, quel type de contrat, etc. On va essayer d'aller chercher par rapport aux clients qu'on a déjà vu passer dans la banque, quels ont été les marqueurs des bons clients par rapport aux mauvais clients. Je ne sais pas vous dire ce que c'est un bon client ou un mauvais client pour ça, mais vous le savez. D'accord. C'est comme, voilà, on va chez le médecin, il nous pose des questions, alors il nous pose un paquet de questions qui ne servent à rien, ça c'est juste pour nous mettre à l'aise, ça c'est hop, et on se met dans la situation initiale. Là, il va commencer à nous poser, ou elle va commencer à nous poser des questions très ciblées. Et selon la réponse, la deuxième question ne sera pas la même. D'accord. C'est ça qu'on cherche à faire. Et ça, on sait le construire pareil sur des données. Là, ça plaît bien au sens où c'est pas une boîte noire. Face aux nouveaux clients ou face au nouveau cas, on va utiliser cet arbre et du coup pouvoir dire ah bah, puisque vous êtes dans telle situation et que vous avez telle valeur sur le deuxième marqueur, bah, c'est pour ça que je vous dis que non, je ne vais pas vous donner le prêt. D'accord. Ou alors vous n'allez pas dire, mais vous en interne vous pourrez le justifier. Et puis il y a les fameux réseaux de neurones et le deep learning tant à la mode. Alors là c'est une boîte noire au sens où on ne sait pas pourquoi ça marche. Par contre, ça reproduit de manière très intuitive ce qu'on pense connaître, alors c'est très simplifié, ce qu'on pense connaître du fonctionnement de notre cerveau. Je dis ce qu'on pense connaître parce que je pense qu'on va découvrir encore pendant des centaines d'années plein de choses sur nos neurones, qui soient cités dans le cerveau ou ailleurs, parce qu'on sait maintenant que c'est beaucoup plus incarné que centralisé dans le cerveau, je pense que vous le savez. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ce réseau de neurones, on a des entrées, donc imaginez ici par exemple, ce serait la largeur du pétale de tout à l'heure, la longueur, la largeur du sépale, la longueur, puis là, ce sera un iris versicolore, virginica, cétosar, que sais-je encore. D'accord. Et au milieu de ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des réseaux de neurones? Ça va être une première étape d'apprentissage, une deuxième étape d'utilisation face à un nouveau cas, toujours pareil. Quand on apprend, en fait, ce qu'on va vouloir apprendre, vous voyez là, ce qu'on appelle, là, en jaune, c'est ce qu'on appelle les couches cachées. Et le deep, ça s'appelle deep learning, parce que plus c'est profond ici, plus c'est deep. Alors que les premiers réseaux de neurones, ils étaient plutôt comme ça, parce qu'on n'avait pas les puissances de calcul. D'accord. Le passage au deep learning, par rapport au machine learning, c'est cette extension des couches jaunes. Et l'apprentissage, en fait, et on pense que ça se passe à peu près comme ça dans le cerveau, mais c'est pas. L'apprentissage, c'est de savoir quels sont les neurones cachés qui vont être activés par rapport à telle ou telle situation. Vous savez que dans le cerveau, il y a des activations électriques qui vont passer. En fait, on cherche à apprendre les poids d'activation. On fait passer les exemples avec des poids. Ah, ça marche pas. Hop, on change un peu les poids. Bon, c'est là où il y a des grosses maths. On change un peu les poids. On refait passer un deuxième exemple. Ça marche? On touche pas. Ça marche pas? On rechange un peu les poids. D'accord? Jusqu'à avoir appris quelque chose qui est stabilisé par rapport à une situation. Là, je vous ai donné en entrée des choses très simples du type largeur, longueur des sépales. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est des images qui rentrent. Avec des indicateurs de niveau de couleur, de luminosité, des zones de l'image qui vont venir spécialiser une zone du réseau neuro, ce genre de choses. D'accord. Avec toujours ce défi d'avoir bien appris et de pouvoir calculer vite. Surtout si c'est une voiture qui se demande si elle doit freiner ou pas. D'accord. Parce que c'est ça qui va se passer. Il va falloir qu'en situation réelle, une fois qu'on a appris, on puisse réagir et savoir si on freine ou si on ne freine pas. D'accord. On pourrait se dire c'est facile, il n'y a qu'à freiner tout le temps, mais non. On ne peut pas imaginer une voiture autonome, immobile tout le temps, de peur de tuer quelqu'un. D'accord. Il va falloir aussi que cet apprentissage, on dit qu'il soit actif. C'est-à-dire que, sans doute, et c'est bien là une des grandes questions par rapport à l'IA embarquée,